Hello tout le monde, bienvenue sur cette 7e table ronde de No Code France. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui, pas mal d'invités. Marie va venir, mais, voilà. Votre to-do list, c'est un vrai capharnaüm, votre boîte mail, un vrai chantier. Nous sommes nombreux à rêver à travailler moins et mieux. Et voilà, en espérant pouvoir partir plus tôt le soir, récupérer les enfants, arriver plus tard le matin au bureau. Mais des fois, on fait un triste constat, c'est assez difficile. On papillonne, on se laisse distraire. Bref, nos journées de travail s'étirent et c'est assez compliqué. Prenons une pause. Prenons le temps de se poser pendant une petite heure et d'inviter autour de la table des super personnes pour pouvoir discuter tous ensemble de la productivité. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Hello. Alors, on a pour habitude effectivement de faire un tout petit tour de table pour présenter, voilà, vous présenter, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quel est votre lien avec le no-code. Marie, tu veux bien commencer, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Marie, je suis ambassadrice comme Camille de Notion. Et donc, depuis 1 an maintenant, je propose je suis consultante, je crée des espaces de travail sur Notion, je fais de la formation aussi sur Notion. Mais d'ailleurs, Vince aussi, tu es ambassadeur. Oh, désolée. Bon, on est plusieurs ambassadeurs Notion ici, donc on est plutôt habitués à bien s'organiser. Et donc, on a tous et toutes nos petits tips pour être plus productifs. Chouette. Salut Camille. Salut. Effectivement, du coup, moi, c'est Camille. Comme l'a dit Marie, je suis aussi ambassadrice Notion depuis fin 2020. Et en parallèle, j'étais aussi en contrat, enfin, je le suis toujours, avec Notion pour la gestion de la communauté, plus particulièrement sur la création et l'organisation d'événements physiques et en ligne. Et à côté de ça, ça m'arrive aussi d'avoir des missions de, pareil, consulting, création d'espace, formation, généralement autour de Notion, même si j'aime bien l'univers no-code de manière générale. C'est vrai que c'est mon outil fétiche, disons. Voilà. Je ne sais pas du coup à qui donner la parole, allez-y. Allez Pierre, ton micro est ouvert. Bonjour, donc, moi je ne suis pas ambassadeur Notion. je suis freelance no-code, je fais principalement Bubble, Airtable et Make. Je fais des enquêtes en ligne aussi, des questionnaires. Et je suis également membre actif de No Code France et je m'occupe en particulier de la gestion du Slack No Code France qui va bientôt fêter son 10 millième membre bientôt. Et on soufflera les bougies. Salut Vince. Je m'appelle Vince. Alors, prioritairement, en fait, je suis plutôt enseignant. Donc, je suis encore toujours enseignant en école primaire en Belgique. Et donc, je suis peut-être un petit peu en marge dans le sens où je ne suis pas à temps plein dans le monde du no-code. Mais quand même, avec le fait que je suis presque à temps plein à l'école, mais plus tout à fait, je suis ambassadeur et consultant certifié Notion, je suis au CA de No Code France, j'essaye de faire un maximum pour aider les gens un peu partout là où ils sont, sur le Discord du Notion en français, sur le Slack de No Code France quand j'arrive à y passer, donc voilà. Je fais des formations sur Notion, sur Make, bientôt sur Airtable. Et il y a tout un truc qui arrive sur Office 365 parce que de mon point de vue, dans le monde Office 365, il y a du no-code aussi. Il faut juste savoir que ça existe et puis peut-être que ça fera une porte de sortie, comme je dis souvent. C'est qu'en découvrant ce qui est possible dans Office 365, on finit par convaincre la DSI ou d'autres personnes d'aller vers des outils qui sont quand même encore nettement plus puissants. Mais voilà, c'est à peu près ce que je fais sur mes journées bien chargées. Et justement, il est temps de prendre une pause. Marie, tu avais, en préambule de cette préparation de cet entretien, tu voulais nous faire comment nous illuminer d'une idée, en tout cas d'une prise de conscience. Ouais. Pour introduire cette petite émission, je vais vous envoyer un lien qui vous permet de vous situer dans votre vie. Alors, juste, j'ai toujours pas compris comment est-ce qu'on mettait les commentaires. J'ai pas appris non plus. Ouais.
mais dans le chat privé. Et voilà. Moi, les seuls commentaires que j'ai réussi à faire, c'est en me connectant moi-même à Twitch sur le côté, quoi. Ouais, ok. Bon. Eh bien, je vous envoie un petit lien. Je vous laisse quelques minutes pour aller faire un tour dessus, tester de votre côté. Vous allez voir, c'est assez frappant. En fait, ça vient d'un livre qui s'appelle La 25e heure, qui a été coécrit par un ami, Jérôme Dumont. En fait, ils ont écrit ça sur un week-end pour tester. En fait, ils avaient des idées. Tous les trois, ils travaillaient sur plusieurs projets. Et un week-end, ils se sont dit, mais si on rassemblait tous ces outils, toutes ces idées pour les partager. Et donc, ils ont écrit ce livre-là, qui s'appelle La 25e heure. Alors, il m'a autorisé à partager le lien live, là, vous allez faire le petit test. Je vais vous demander de ne pas le diffuser, s'il vous plaît, parce que c'est lui qui m'a passé l'autorisation, mais voilà, c'est une petite requête. Et donc, depuis, autour de ce livre-là, il a eu pas mal d'engouement, et notamment de la part de plusieurs entreprises et des grosses entreprises. Donc aujourd'hui, ils proposent des formations autour de la productivité sur leur site internet. Donc voilà, vous pouvez aller faire un petit tour. Est-ce que vous avez testé de votre côté? Ouais. Vas-y. Vous avez testé de votre côté ou pas? J'ai testé, mais du coup, c'est les semaines qu'on voit ou ça représente quoi, en fait, chaque petite... Chaque petite boule est un mois, correspond à un mois de votre vie. Et donc, chaque petite bille pleine correspond au mois que vous avez déjà passé dans votre vie. Et les petites billes vides, c'est ce qui vous reste. Et on se rend compte que le temps passe vite. Mais comme disait frère Jean, c'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons vite. Le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui s'en servent de monnaie d'échange. Je sais plus, l'économie de l'attention notamment. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Où on essaye de vous faire passer le plus de temps possible sur des applications, sur des réseaux sociaux. Et en fait, ce temps-là, vous le perdez. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, c'est d'essayer de trouver, grâce à cette petite conversation qu'on va avoir aujourd'hui tous les 5, des façons de dépenser notre temps de façon plus réfléchie et choisie surtout. Alors justement, dépenser son temps, est-ce qu'aujourd'hui, il y en a qui se font happer à droite, à gauche par des réseaux sociaux? Moi, j'avoue, le premier, le réseau LinkedIn, c'est un boulevard. Et effectivement, on se fait vite taper et on se rend compte qu'à un moment donné, ouais, il est 8h et il va falloir commencer à bosser, quoi. Ça vous arrive aussi? Ouais. C'est le Slack No Code France. Je me fais avoir. Il y a pas un petit coup d'œil et après, je me dis purée. Ça compte pas trop, ça va. C'est du contenu pertinent en grosse majorité. Mais LinkedIn et Instagram aussi. Ouais, moi, c'est surtout Twitter dans la journée et Instagram le soir, quoi. Les vidéos d'animaux, les trucs. Les trucs nazes, mais t'en enchaînes encore hier. T'en enchaînes plusieurs. Donc, ouais. Ouais, YouTube fait ça aussi, l'enchaînement des vidéos, Netflix, pas mal de boîtes qui font en sorte que les vidéos s'enchaînent pour qu'en fait on ait envie de continuer à regarder et de perdre notre temps sur ces applis, pour regarder des séries. Voilà. Mais vos tips, ce serait quoi par rapport à ça? Juste pour réagir par rapport à LinkedIn et Twitter, en tout cas au niveau perte de temps, moi c'est quand même l'endroit où je découvre le plus d'outils que j'aurais jamais découvert avant. Le seul truc, c'est qu'effectivement, si tu y vas n'importe quand, à n'importe quel moment de la journée, tu perds les moments où tu as ton mojo et donc forcément, tu passes à côté des bons moments de la journée. Je pense qu'on va en parler après, mais sur les 3 grandes phases de la journée, réseaux sociaux, ça part dans la phase communication. C'est justement de toute façon un moment où ton cerveau ne serait pas prêt à faire mieux que ça. Donc, quelque part, si on choisit le moment où on y va, d'un côté, il y a effectivement ce lien avec la communauté et les possibilités qui en découlent et tout ce qu'on peut y découvrir, mais il y a quand même de toute façon une incapacité à faire autre chose à ce moment-là. On n'est quand même de toute façon pas productif.
alors autant récupérer ce moment-là, entre autres pour les mails dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais enfin, ça c'est quand même aussi parfois assez criminel. Et LinkedIn et Twitter. Alors, je ne parlerai pas d'Instagram, TikTok et les autres parce que. Et YouTube, ça c'est vraiment mal. Oh, YouTube. En plus, les gens qui ont des chaînes YouTube, c'est encore plus mal. C'est vraiment pas bien ceux-là. Et ceux qui en ont plusieurs, j'en parle même pas, quoi. Non, le pire, c'est que j'ai oublié de le dire dans mon intro, c'est que j'ai une chaîne YouTube et que malgré tout ce que je fais sur le côté, je sors une vidéo par semaine. Depuis 2 ans et demi, je crois. Déjà. À peu près. Ouais. 2 ans et demi, je sors une vidéo par semaine au minimum. C'est un sacré boulot, ça. Clairement. Organisation, mon ami, organisation. Le site de l'URSSAF. Ouais, clairement. Les sites administratifs, c'est vrai que. Le site de l'URSSAF. C'est merveilleux. C'est vrai. Autant entrepreneur, c'est pas trop. C'est l'horreur. Souci. Alors justement, s'il y avait un outil ou une manière de faire, parce que c'est vrai qu'on peut, on parle d'organiser son temps. Là. Typiquement, on est dans le silo d'organiser son temps. On a l'histoire de time blocking, on a l'histoire de se connecter. Tu dis le mojo, c'est finalement se connaître soi-même et de savoir où est-ce qu'on est dans la journée, dans la phase de journée la plus productive. Est-ce qu'il y a des... c'est quoi le plus grand tips que vous pourriez donner là tout de suite là? Un seul tips? Ouais, enfin, non, allez, plusieurs. Non, mais c'est la fusion des deux, c'est-à-dire que tu as le time blocking et en même temps les phases. Donc, quand je parle de phases, c'est que tu as 3 phases dans une journée. Tu as la phase où tu es productif, la phase où tu es créatif et la phase où tu es communicatif. Et donc, ça ne correspond pas au même moment dans ton cerveau et dans les capacités que tu as à ce moment-là. Et moi, par exemple, comme je ne suis plus tout à fait à temps plein à l'école, j'ai organisé mon horaire pour ne pas être à l'école, donc pour pouvoir travailler pour Creacity le lundi matin et le vendredi matin. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a rien d'autre qui compte non plus. Je ne prends pas d'autres rendez-vous, je ne prends pas d'autres trucs, etc. Donc, quand je parle de sortir une vidéo toutes les semaines, plus créer des formations et tout le reste, c'est sûr qu'à un moment ou l'autre, j'ai besoin de pouvoir m'enfermer dans mon monde avec mon casque et de pouvoir juste produire. Et ça, voilà, ça, pour moi, à mon âge, parce que ce n'était pas comme ça avant aussi. Non, mais c'est vrai, il y a 10 ans, ça fait 18 ans que je vis une double vie. Il y a 10 ans, quand je programmais beaucoup et que je créais des sites, je bossais la nuit. Et ça m'allait très bien. Bon, je n'avais pas les enfants non plus. Et ça change beaucoup de choses aussi. Mais maintenant, je sais que c'est le matin que je produis. Et donc, le lundi matin et le vendredi matin, c'est relativement sacré quand même. Sauf qu'il y a des gens qui organisent des trucs à 11h le vendredi matin, et ceux-là, c'est les pires. Bon, je parlerai de personne parce qu'ils sont là. Mais voilà. Et puis alors, phase communicative et phase créative. Moi, par exemple, hier soir, je faisais du Webflow à 22h parce que justement, je pouvais m'amuser, je pouvais créer un truc, je pouvais tester un truc. C'était pas hyper productif, mais au moins, j'ai pu essayer quelque chose que je voulais faire. Et puis la communication, ça, on en a parlé tantôt. C'est le temps de midi, c'est après le repas, c'est de toute façon ton cerveau n'est pas capable de travailler puisque tu viens de manger, conséquence, envoie des messages, ça marche très bien, c'est une bonne partie aussi de ce que tu peux faire de ta journée. Je peux rebondir là-dessus. Je trouve que c'est effectivement, c'est des phases en tout cas moi j'observe aussi chez moi, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est dans le même ordre que toi, tu vois. Et je pense que ça revient, du coup, un des conseils que je donnerais, c'est effectivement, apprenez à vous connaître. Alors après, ça dépend beaucoup de vos routines, ça dépend beaucoup de votre situation actuelle, parce que j'ai eu beaucoup de boulot et ça, en fait, ça change, mais essayez d'analyser un petit peu votre situation actuelle et de voir quels sont vos pics d'énergie. Et comme tu dis, en fait, ces espèces de phases où tu es plutôt attiré par quelque chose de plus créatif ou alors plus social, communicatif, des moments de travail deep focus comme ça. Et ça peut varier, mais je trouve que comme toi, je préfère aussi les moments créatifs le soir, tout simplement parce que c'est plus calme, qu'il y a moins généralement, il y a moins d'interruptions en fait dans votre journée extérieure. Et comme tu dis, la partie sociale, ça sera plutôt dans l'après-midi pour moi en tout cas. Je sais que le matin, c'est même pas la peine. Le matin, à la rigueur, je peux me concentrer, je peux faire des tâches de fond, voilà. Mais si je prends des rendez-vous le matin, des meetings, des choses comme ça,
Ça va pas servir à grand-chose, quoi, clairement. Donc apprenez à vous connaître. Mais je sais qu'il y a des personnes, c'est tout le contraire. Ils préfèrent avoir tous leurs meetings le matin et puis après, l'après-midi, être en train de travailler sur des contenus, des choses comme ça. Mais ça dépend beaucoup des personnes, je pense. Et du coup... Du coup, il y a aussi un truc que je vois souvent, c'est... Enfin, d'ailleurs, ça m'arrive encore, mais de laisser la boîte mail ouverte toute la journée et d'y répondre quand les mails arrivent, ça bouffe énormément de temps. Du coup, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que... Enfin, ce que j'essaye, en tout cas, j'essaye de me discipliner là-dessus, mais c'est d'ouvrir mes mails une fois le matin, une fois en début d'après-midi, et pourquoi pas une fois le soir. Mais de caler des créneaux et de ne pas essayer de regarder mes mails et d'y répondre en cours de route, sauf si je sais qu'il y a quelque chose d'urgent que j'attends. Mais ça fait perdre énormément de temps, effectivement, de laisser ces mails ouverts, puis d'y revenir, puis de répondre, puis de partir sur une autre tâche. Et en fait, on met énormément de temps à chaque fois pour se remettre dans une autre tâche. Même une chercheuse qui disait qu'on mettait 23 minutes et 15 secondes à se replonger dans une tâche après avoir changé de tâche. Et du coup, vous imaginez si on change de tâche constamment pour répondre à ses mails, répondre à des messages, puis en fait, on revient ensuite dans son taf où on est obligé de se concentrer, on passe la journée enfin, notre cerveau est complètement perdu. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui sont hyper fatiguées le soir parce qu'elles passent leur temps à changer de tâche ou à être multitâche, alors que en fait, le cerveau n'est pas fait pour ça. C'est sûr. Moi, un point essentiel pour moi dans ma productivité, c'est juste mon espace de travail, mon environnement de travail. Et en fait, je me suis vraiment fait mon espace chez moi. J'ai un PC assez puissant, j'ai 2 grands écrans, j'ai un clavier ergonomique, une souris ergonomique, j'ai des repose-poignets, etc. Enfin, un bon fauteuil qui est adapté à mon bureau, parce qu'au début, quand j'ai acheté ce fauteuil-là, il était sur un autre bureau et ça me faisait mal au dos, la combinaison des deux. Et en fait, c'est bête, mais juste être dans un endroit où on se sent à l'aise, où on est confortable, ça aide beaucoup parce qu'on est dans une bonne dynamique. Il y a moins de fatigue aussi, moins de fatigue physique, tout simplement, d'être dans cette posture assise, plus ou moins voûtée, etc., sur son PC toute la journée. L'inconvénient, c'est que du coup, j'ai du mal à bosser ailleurs. Quand je dois être en déplacement et tout, sur un petit PC portable, c'est tout de suite plus compliqué. Mais l'environnement de travail n'est pas à négliger et chercher toutes les astuces d'organisation, etc. Quand en fait, on passe son temps plié en deux sur un mini-écran d'ordinateur portable avec même pas une souris, etc., il y a peut-être un souci de matériel aussi. Et ça, je sais que c'est un problème que beaucoup de personnes ont. Beaucoup de personnes sont sédentaires, elles bossent toujours au même endroit, mais toujours sur un PC portable. Et voilà, je pense que c'est vraiment une opportunité manquée de se donner plus de confort aussi pour travailler. Ouais, et là-dessus, pour rebondir, parce que je pense que ça va un peu ensemble, Pierre, je ne sais pas si c'est l'expérience que tu as. Tu travailles toujours là, exactement, parce que j'avais vu en neurosciences aussi un gars qui disait qu'en restant sur notre idée de phase productive, communicative, etc., que justement, moi ici, ça ne se voit pas parce que voilà, mais la pièce, elle fait peut-être 6 mètres carrés, grand maximum. Non, mais même moins que ça. Elle a exactement la largeur de mon bureau et en profondeur, là, ça la porte derrière moi et l'écran, il est là. Donc, c'est vraiment une très, très petite pièce. Très, très petite. Et le but, c'est justement de n'avoir rien dans cette pièce à part le truc sur lequel je dois me concentrer. Et pour revenir sur un truc qui est écrit dans le chat, là, être dérangé par les assistants, etc., il y a des gens que j'ai déjà vus avec des feux rouges à l'entrée du bureau. Donc, tu as un système de feu, et tu as ça chez les profs aussi. Feu rouge, feu orange, feu vert. Feu rouge, c'est tout le monde reste à sa place. Personne ne bouge. Parce que justement, chaque fois qu'il y en a un qui se lève, il tue la concentration des autres aussi. Tout le monde lève la tête pour regarder ce qui se passe et au final, on déconcentre tout le monde. Et ça, peut-être, Pierre, toi, dans ce que tu fais, selon les phases, tu es capable d'aller te mettre ailleurs pour bosser sur certains trucs, enfin, pour faire certaines tâches, ou c'est juste en phase productive que tu as besoin de ton setup comme ça, dont tu parlais? Moi, je suis toujours là parce que, je veux dire, je ne vais pas porter mes écrans et mon PC, etc. ailleurs.
Quand j'ai besoin de bouger, de changer, etc., j'ai un bureau qui se rehausse, qui fait assis, debout. Donc, des fois, quand j'ai juste besoin de changer, je sens que je stagne un peu et j'ai besoin de bouger, je remonte mon bureau et voilà. Je dis pas que c'est le truc de productivité et de confort ultime. C'est cool de l'avoir, mais ça m'a pas changé ma vie. C'est pas forcément la première chose que je conseillerais. À mon avis, je me suis mal exprimé, à mon avis. Est-ce que ça t'arrive, par exemple, pour répondre à tes mails ou pour être dans la phase communicative, de sortir carrément de chez toi, juste pour être dans un autre environnement, ou pour être créatif, d'aller dans un autre environnement parce que tu sais que c'est ce que tu as besoin aussi? Moi, c'est pas du tout mon cas. C'est un truc que moi, je vis pas personnellement, mais j'ai déjà entendu des gens qui disent simplement, juste pour voir des gens, toi qui travaillent tout seul, Pierre, je crois, tu es indépendant, freelance complet. Ça t'arrive pas d'avoir besoin de sortir pour justement être dans le monde, entre guillemets? Pas vraiment. Moi, c'est plutôt le contraire. Je suis vraiment. J'aime bien être dans ma bulle. Et au contraire, je me force des fois à sortir pour pas être tout le temps dans ma bulle et tout le temps enfermé. Typiquement, là, hier, quand j'ai préparé un peu les points que j'avais envie de mettre en avant aujourd'hui, je suis allé me balader dans Montreuil, chez moi, juste pour marcher, me réfléchir, etc. Mais en fait, plus pour sortir que vraiment parce que j'en avais besoin pour réfléchir. J'aurais pu rester devant mon PC, mais bon, c'est juste que rester devant mon PC et chez moi tous les jours, tout le temps, c'est là aussi pas forcément bien pour l'équilibre mental et physique, quoi. Moi, je sais que c'est un des trucs, et ça, c'est très particulier à ma situation, mais c'est pour ça que c'est une des raisons qui fait que j'ai pas envie de quitter l'école. De un, j'adore toujours mon métier. J'adore toujours être avec les enfants et essayer de les aider, mais en plus, je vois des gens. Sinon, me connaissant, je serais devant mon PC toute la journée et je bougerais pas. Et je grossirais encore 2 fois plus que maintenant, ce qui est déjà problématique. C'est vrai que c'est très perso. Moi, pareil, je suis en freelance et ça me gêne. En fait, comme toi, j'aime être dans ma bulle, quoi. Au contraire, je suis contente d'être seule, vraiment. Et les coworking, j'ai testé, mais ça me déconcentre, quoi. Vraiment, j'ai besoin d'être moi et mon ordi et c'est tout, quoi, le plus possible. Après, c'est un peu différent parce que j'en profite sur les événements. Là, forcément, je fais le plein d'énergie sociale. Mais sinon, je préfère être vraiment toute seule dans ma bulle. Et ça me manque pas. Mais après, à côté de ça, je pense que ça dépend aussi beaucoup de de sa vie perso. Parce que si dans sa vie perso, on est entouré en permanence ou qu'on voit souvent ses amis, sa famille, enfin peu importe. Après, ça dépend aussi beaucoup de nous. Mais moi, je sais que ça me suffit, quoi. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de solitude. Du coup, je suis très contente d'être seule pour travailler. Et puis après, de faire le plein avec les gens que j'aime vraiment le plus, quoi. Ça nécessite quand même une sacrée autodiscipline, finalement, parce qu'on est tout seul avec soi et il faut quand même aller mettre. Ça marche comment, justement, cette discipline? Vous avez des objectifs que vous vous fixez en disant il faut que je le termine et tac, je suis capable à la fin de la journée de cocher la case? Moi, je drive qu'à ça, moi. Une liste tout doux. Ouais. Moi, je drive qu'à ça, moi. Donc, déjà, j'ai ma vidéo par semaine. Donc, ça, clairement, déjà, les 2-3 fois où c'est arrivé qu'il n'y ait pas de vidéo la semaine, c'est douloureux. Donc, ça veut dire aussi que tu en prépares pour les périodes de vacances. Hein. Donc, ça veut dire que les moments où je suis pas en Belgique, où je suis pas chez moi, les vidéos, elles sont déjà prêtes. Là, il y a 2-3 vidéos qui sont prêtes sur la chaîne et qui ne sont pas publiées, mais j'ai de l'avance surtout. Et puis, ouais, on en revient au time blocking et aux tâches et aux trucs, ouais. Mais j'avais préparé mon petit machin là dans Notion pour préparer aujourd'hui. Et la colonne du milieu, c'était j'ai faim. Parce que d'un côté, je veux faire grossir la chaîne YouTube, je veux rester enseignant et je voudrais gagner de l'argent, mais pas n'importe comment et pas au mépris de mes 2 enfants qui ont 12 et 9 ans et de ma compagne qui est pas tout le temps là non plus parce qu'elle bosse pas mal aussi. Donc, réussir à tout faire, si tu n'es pas hyper drivé, je pense que c'est pas possible. Oui, clairement. Je pense que tu as des phases de crash test forcément où tu tentes des trucs et puis il y a des choses qui ne fonctionnent pas avec toi, avec ton rythme de vie. Et puis du coup, petit à petit, ça s'affine. C'est pas quelque chose que tu trouves, je pense, dès le départ. Ouais, pour rebondir sur ce que Camille disait, il y a 2 ans, je bossais pas le vendredi. Donc, j'allais pas du tout à l'école le vendredi. C'était une catastrophe. Je foutais rien. En fait, le vendredi matin, ouais, je travaillais un peu, quoi, jusqu'à 10h30, 11h. Et le reste du temps, c'était de la bouise. Et donc, en fait, je perdais mon temps et je perdais une partie de mon salaire d'instit, littéralement pour rien. Donc, on en revient toujours à ça, mais trouver les moments où vraiment on est efficace et vraiment on peut faire quelque chose, c'est... ouais.
et avoir le drive de se dire, j'ai un objectif. Je sais que c'est pas toujours, comment dire, il y a des gens qui fonctionnent pas avec les objectifs, ils disent que c'est le chemin plutôt que la destination, etc. Et c'est vrai, quelque part, le fait de se faire un process et de rester dans le process et de respecter ses habitudes, de respecter sa manière d'être et de travailler, etc., c'est important. Mais si derrière, il n'y a pas un objectif à atteindre, Ouais. pourquoi alors? Exact. Ouais, j'ai des métriques assez pointues dans mon espace Notion que je mesure chaque semaine. Ouais. Tu peux en donner quelques-uns. C'est intéressant de les... Ouais. Déjà la vidéo. Est-ce que la vidéo est sortie? C'est le premier truc. Le deuxième machin, c'est combien de rendez-vous j'ai eu. Si j'ai eu plus que 3 rendez-vous sur la semaine, c'est quelque part que j'ai pas fait la balance entre le fait que je veux créer du contenu et le fait que je fais de temps en temps de la consultance. Donc, il y a un équilibre à trouver entre faire de la consultance où je pourrais en faire beaucoup, mais alors je crée plus de contenu. Oui, j'ai des objectifs sur la croissance de la chaîne, sur le nombre de personnes sur LinkedIn, sur les statistiques de ce que je publie, sur le temps que j'ai passé devant l'écran. Et ça, avec le monde Apple, on a quand même pas mal d'outils qui permettent de savoir combien de temps tu passes devant un écran. Et puis, j'ai ma séquence d'autoflagellation personnelle où je réfléchis à tous les moments où j'ai pas du tout fait ce que je devais, quoi. Et ça, quelque part, encore une fois, si je veux respecter le fait que je suis prof et que j'ai besoin de travailler pour les élèves, que j'ai la chaîne et que j'ai des enfants à la maison, perdre son temps, c'est vraiment très compliqué à ce moment-là. C'est vraiment le genre de truc. Et perdre son temps, c'est rester devant l'écran et effectivement regarder 14 résumés de la NFL parce que j'adore la NFL, mais que voilà. Et regarder à 10h30, c'est complètement stupide, il faut l'admettre. Ouais. Mais il y a une série de métriques comme ça qui sont assez dures. C'est que Shubham, par exemple, lui, il a des métriques de sommeil, etc. en plus aussi, etc. On peut tout mesurer. C'est quoi Quantified Self? Les gens qui mesurent tout sur eux-mêmes, sur leur vie, sur leur santé, sur leur boulot, etc. J'ai fait ça pendant 1 an, mais c'est pas tenable. Et maintenant, ouais, j'ai un set de trucs où je sais que si ces choses-là sont carrées, je suis à peu près bien. Tu as plutôt intérêt à automatiser si tu mesures tout, parce que finalement, tu prends énormément de temps à chaque fois à tout mesurer. Non, mais c'est quasiment automatique. Je me suis bien amusé avec les API, etc., à trouver chaque fois les moyens de mettre à jour le Notion automatiquement pour savoir où j'en suis. Donc, ça va. Ça, il y a Guy Folk Musique qui dit la vie ne doit pas se mesurer, elle doit se vivre. Moi, je suis un peu d'accord. Oui, tout à fait. Après, je mesure aussi les choses. Enfin, si on n'a pas de métriques, si on ne sait pas combien de temps on a bossé cette semaine, si on ne sait pas quels objectifs on a atteints, si on ne sait pas quel chiffre d'affaires on va faire cette année, enfin, il y a des métriques pertinentes qui vont être différentes un peu pour les situations de chacun. C'est important de les avoir. Mais ce que j'aimais bien dans ce que tu disais, Vince, c'est quand même le besoin d'équilibre. C'est-à-dire, c'est pas juste des métriques de il faut que j'aille jusque-là, c'est aussi de si j'ai plus de 3 rendez-vous, c'est que j'en ai fait trop, j'ai pas assez de temps pour le reste. Et c'est important que ces métriques ne soient pas uniquement dans une optique de dépassement de soi, il faut en faire toujours plus, mais aussi dans une optique de contrôle il faut pas que j'en fasse trop, en fait. Parce que les objectifs, les métriques, les injonctions à être toujours productif, c'est aussi une énorme charge qu'on a. Et l'autoflagellation, moi, je sais que ce qui m'a le plus aidé dans ma productivité, c'est comprendre que je ne pouvais pas être tout le temps productif. Parce qu'en fait, je perdais une énergie folle justement à cette autoflagellation, à me dire mais oh là là, j'en fais pas assez, mais je devrais bosser plus, etc. Et le jour où j'ai compris que c'est normal de ne pas être tout le temps productif, c'est normal d'avoir des hauts, des bas, etc. Ce qui est important, c'est que ce soit pas tout le temps le cas et de profiter de ces moments productifs et de se dire ok, là j'ai été productif. Qu'est-ce qui dans le contexte, dans l'environnement, etc., a fait que j'ai été productif? Comment est-ce qu'éventuellement je peux le reproduire? Ça, c'est bien, ça, c'est positif. Mais juste être dans l'autoflagellation et l'autopunition parce qu'on ne se trouve pas assez productif, parce que oh là là, on n'a pas fait assez, ça peut amener à rien de bon. Moi, à chaque fois que je commence une journée, j'ai mes tâches de la journée, je gère mes tâches dans Asana. Et
il n'y a à peu près aucune journée où j'atteins la moitié des tâches faites sur ce que j'avais prévu dans la journée. Et en fait, avant, ça me déprimait, quoi. Maintenant, je sais que c'est normal. Je prévois des choses, et il y a celles par lesquelles je vais commencer, qui sont les plus urgentes, etc. Je sais que j'arriverai pas à tout faire, et c'est pas grave. Mais voilà, le fait de l'accepter et de se donner aussi le droit à l'erreur et un peu de marge, ça aide aussi à la productivité, parce qu'on n'a pas forcément cette chape de plomb qui va nous freiner aussi. Est-ce que je peux rebondir? Pardon, parce que ça m'a donné deux idées. Enfin, deux idées. Effectivement, c'est super important ce que tu dis, et se donner la permission. Alors après, ça, c'est plutôt applicable aux personnes qui travaillent, voilà, qui sont indépendantes. Mais si vous voyez qu'il y a vraiment des fois des périodes où vous êtes vraiment pas productif à aucun niveau, c'est-à-dire que ni sur la partie créative, ni sur la partie sociale, peu importe, vous bloquez, vous voyez que vous n'y arrivez pas, vous buvez je sais pas combien de café, et puis ça veut pas. Déconnecter, en fait, voilà, donnez-vous la permission de le laisser tomber carrément, et de récupérer après ce temps-là autrement, enfin, dans un autre moment de la semaine, et juste accordez-vous du temps pour vous. Et en fait, ce que je voulais mettre en évidence, c'était l'importance du temps de repos, et du temps de repos qui contient des activités qui vous plaisent, mais aussi du temps de repos où vous faites rien. Vous dormez, ou alors vous je sais pas, vous planez, vous réfléchissez. C'est hyper important. Il y a un truc qu'on a perdu, je trouve, de plus en plus avec l'arrivée des réseaux sociaux, mais pas que, c'est ce moment où on est juste en train de flâner, on est en train de réfléchir, de rêver, voilà, ce petit moment de rien. De nos jours, c'est vraiment très très rare qu'on ne soit pas sans arrêt happé, enfin voilà, que notre attention, encore une fois, elle n'est pas happée par soit une application, soit par des personnes en externe, soit voilà, des projets, avec, comme tu dis, cette injonction de toujours en faire plus. C'est pas forcément nécessaire. Essayez de reconnaître que de toute façon, c'est pas tenable sur la durée. Le burn-out, c'est vraiment un problème de c'est pas que de notre société actuelle, mais on le met de plus en plus en évidence, et il y a beaucoup de gens qui malheureusement passent par cette étape. C'est important de prendre soin de vous et de prendre du temps pour vous reposer, et aussi pour avoir des activités externes qui vous plaisent, quoi, des hobbies, des choses comme ça. Donc, j'insiste là-dessus. Ouais, pour le coup, je pense que c'est un peu comme toi, c'est contre-productif de vouloir être productif tout le temps. Et on en parlait tout à l'heure, mais en fait, dans n'importe quel métier, on a des phases où, enfin, peut-être pas en tant qu'opérateur pur et dur, mais on a des phases de réflexion, des phases de création, des phases où vraiment on est dans la production. Mais en fait, en étant tout le temps focus sur la tâche de production, c'est plus difficile, je trouve, de passer à un niveau supérieur, dans le sens où, pour moi, en tout cas dans mon cas, je suis vachement plus productive si je me prends des moments aussi de pause où je change de région, je vais voir de la verdure. Et puis aussi le fait de marcher, parce que quand on marche, on pense à des choses, comme sous la douche, on a plein de nouvelles idées qu'on peut pas écrire sous la douche. Il faut vraiment inventer des carnets plastifiés. Je pense que ça existe, mais en tout cas, c'est des moments où, comme on n'a rien d'autre à faire que juste de marcher et d'être dans nos pensées, bah en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, parce qu'il y a plein d'idées qui émergent et qui font évoluer des projets sur lesquels on peut être en fait bloqué depuis des semaines et des semaines. Mais si on reste le nez dans le problème, en fait, c'est difficile d'en sortir. C'est difficile d'avancer et de passer au-delà du problème. Alors que je trouve que quand on prend des pauses, on prend de la hauteur aussi sur ce problème-là, et de trouver des solutions. En tout cas, il y a des solutions qui émergent et qui peuvent être très productives. Il y a un truc que je faisais à une époque où j'étais en contact avec un coach. Il me disait, quand tu as un problème, essaye de lister 10 solutions. Et ça va être dur, parce que 10 solutions pour un problème que tu as, sinon tu l'aurais déjà réglé tout de suite. Et ben, c'est pas évident au début. Mais en fait, plus on s'habitue à faire ce petit jeu-là, et plus les solutions, en fait, elles viennent spontanément et facilement, rapidement.
Et en fait, ça peut être des solutions complètement farfelues, hein, évidemment qu'on va pas toutes les prendre, mais du coup, ça laisse plusieurs possibilités pour répondre à la problématique. Et ça, c'était intéressant. Voilà. J'avais une autre piste aussi qui rejoint un peu celle-là, du fait du coach, c'est être capable de parler finalement à quelqu'un d'autre. Et c'est toujours pareil, est-ce qu'il s'énonce clairement je l'ai plus. Son choix aisément s'énonce clairement, voilà. Et en fait, le truc, c'est que le fait d'expliquer effectivement à une personne, moi je fais une fois par semaine, je sors, j'ai une copine freelance qui est pareil, ma voisine. On se retrouve après manger, faire 1 heure de balade, à marcher et à parler finalement de nos soucis, de nos problèmes, de nos préoccupations du moment ou comment on a accès. Et le fait de pouvoir effectivement l'exprimer, ça permet effectivement de passer en revue comment on l'a traité. Et parfois, juste le fait de le dire permet effectivement d'avancer au fur et à mesure. Et ça rejoint un peu effectivement ce que dit Marie. Ouais. Tout à fait. Est-ce qu'il y a... moi, j'étais intéressé pour connaître un petit peu... Alors, c'est vrai qu'on a le fil rouge no code, mais c'est quoi les automatisations que vous avez mis en place pour vous aider? Je prends un exemple, moi, c'est le Calendly. Si je ne pousse pas un lien à l'ensemble des gens avec qui j'ai envie de discuter ou qui veulent discuter avec moi et qui prennent rendez-vous en fonction de mes disponibilités, je perdrai un temps phénoménal à faire du va-et-vient. Moi, aujourd'hui, je ne pourrais pas vivre sans dans mon activité professionnelle. Est-ce que vous en avez d'autres? Calendly, c'est génial, ça me sauve la vie aussi. Après, ce que j'ai appris un peu en cours de route, c'est à être restrictif dans les créneaux que je propose. Avant, j'étais bookable tout le temps, du matin au soir, du lundi au vendredi. Maintenant, pas du tout. Je ne suis plus bookable le lundi. Le lundi, j'ai pas de call, point. Et c'est en général l'après-midi, juste l'après-midi, de 16h à 19h, parce que sinon, ça me coupe vraiment dans ma journée. Et il doit y avoir une exception le mercredi où c'est un peu plus large sur la journée, en me disant, bon, s'il y a des gens qui peuvent pas trop en fin de journée, comme ça, ils ont des possibilités. Mais me dire, en fait, j'ai ces moments où je peux faire des calls et j'ai d'autres moments où je sais que je suis productif, je sais que je peux avancer et j'ai pas envie d'avoir un call qui me flingue ma journée, littéralement. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé aussi à avoir moins de coupures. Et après, sur les automatisations, moi, j'automatise les tâches à faible valeur ajoutée, évidemment, ça s'automatise facilement, mais aussi les tâches qui me pèsent. Typiquement, créer une facture ou créer les aspects bateaux d'une proposition commerciale, avec le nom du client, le logo, la date, la référence du projet, etc. Tout ça, c'est des choses qui me pèsent énormément. Je déteste ça. Même si en pratique, c'est quelques minutes par projet, et je vais passer, je ne sais pas combien d'heures à automatiser ça, parce que j'ai fait un système complexe, etc. Je ne sais pas si je ferai un jour suffisamment de propositions commerciales pour rentabiliser le système, mais il n'y a pas que la gestion du temps, en fait. On ne gère pas juste notre temps, on gère aussi notre énergie. Et en fait, enlever ce truc qui me pèse énormément, qui me prend beaucoup d'énergie, même si ça prend peu de temps, et passer du temps à faire un truc qui m'amuse, c'est-à-dire je me suis amusé à développer cette automatisation, à penser un peu le système qui était le mieux pour moi, et je m'amuse aussi à chaque fois que je le déclenche à me dire « Oh purée, j'ai pas à faire tous ces trucs chiants ». Et ça me libère vraiment d'un poids au quotidien, quoi. Et il n'y a pas juste une logique purement comptable de bon, est-ce que ça fait gagner du temps, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Il y a aussi cette logique de je me débarrasse de tout ce qui me pèse un peu au quotidien et qui est pas indispensable. J'adore Pierre, parce que franchement, l'idée de créer une automatisation pendant 27 heures, qui au final, tu ne la rembourseras jamais. J'ai vu Baudouin sourire aussi, parce que c'est le genre de truc où effectivement, mais ça nous évite de faire des trucs chiants en faisant un truc qui nous amuse. Donc quelque part, c'est du temps gagné aussi. Et puis moi, je vais te dire clairement, j'en ferai un contenu sur le côté. Et ça me fera toujours une petite vidéo en plus. C'est sympa quand je fais ce genre de truc-là, évidemment. Bon, alors après, évidemment, comme prof, j'ai pris plein de notes dans mon truc pendant que vous étiez en train de discuter. C'était sympa. Et, mais pour revenir avec cette histoire d'automatisation, Baudouin, le fait d'automatiser, le fait de... Je reviens à la phrase de Guy Folk Music, là, qui disait qu'il ne faut pas tout mesurer parce qu'il faut vivre. Moi, la condition à ce que je puisse vivre, c'est qu'il faut que je mesure. C'est-à-dire que si je peux me permettre d'avoir des temps où
où j'envoie l'ordinateur balader, où je suis vraiment en vacances avec les enfants, c'est parce que justement, j'ai tellement bien mesuré, j'ai tellement affiné mes process que quelque part, ça libère du temps. Et donc, moi, mon automatisation, c'est pas une automatisation dans le sens pur et dur du terme, c'est le fait de revenir tout le temps sur mes processus pour encore améliorer. Et cette semaine, mon objectif, clairement, par exemple, c'est de trouver un fil rouge entre Descript et Scribe pour pouvoir faire en même temps une vidéo, un PDF et un step by step quand je dois proposer des formations ou des trucs comme ça, parce que comme je lance un nouveau produit Power Apps bientôt, je dois faire plein de documentation là-dessus et je vais devoir en faire plein pour toutes les idées que j'aurais pas eues et pour tous les points que j'aurais pas abordés directement dans la documentation. Et donc, je veux trouver un process qui aille comme ça et en plus que je puisse expliquer à quelqu'un d'autre parce qu'à un moment ou l'autre, je veux que quelqu'un d'autre puisse le faire aussi à ma place. Et ça, c'est le truc. Moi, c'est le cercle infini de je revois mes process pour fluidifier le truc et chaque fois pour le documenter au cas où quelqu'un d'autre le ferait à ma place. Parce que quand je trouve quelqu'un d'autre qui le fait à ma place, je suis très content. C'est rare, mais quand tu tombes sur quelqu'un qui le fait mieux que toi, il faut s'accrocher à cette personne-là et voilà. C'est plutôt pas mal. Tu veux répondre, Marie, ou je me lance? Vas-y. Ça marche. J'automatise pas des tonnes de choses, mais effectivement, Calendly, ça c'est le numéro 1. C'est vrai qu'on gagne un temps énorme à pas faire des allers-retours parce qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas très Calendly. Et dans ce cas-là, tu es obligé d'envoyer 150 messages ou mails en mode ping-pong et c'est insupportable, je trouve. Donc ça, ouais, ça sauve la vie. Qu'est-ce que j'automatise? J'automatise du coup tout ce qui rentre sur mon Google Calendar en tant qu'événement. Ça va après dans mon calendrier de Notion. Pourquoi? Parce que c'est là où je prends en fait des notes tout simplement sur les réunions en question. Si c'est des événements, je prends pas de notes, mais c'est lié du coup à un projet, ce qui fait qu'après j'ai toute la liste de tous les événements ou tous les webinaires, les choses comme ça qui ont été liées à ce projet. Donc en fait, ça va que dans un sens. Par contre, je renvoie pas de Notion vers Google Calendar. Ça m'intéresse pas. Donc Calendly vers Google Calendar, Google Calendar vers Notion. J'ai Microsoft To Do que j'ai envoyé vers Notion aussi pour avoir de la prise de notes rapide, plutôt sur mobile, mais je l'ai aussi sur ordinateur. Quand j'ai, des fois ça m'arrive, j'ai, je sais pas, une dizaine de tâches comme ça qui ont aucun rapport les unes avec les autres. Ça peut être des trucs perso, pro, qui me viennent toutes en tête comme ça, un petit moment de stress. Je me dis, oh punaise, il faut que je fasse ça. Et ben, je trouve que c'est beaucoup plus simple et plus agréable aussi de les écrire sur Microsoft To Do, qui est plutôt pas mal comme appli de To Do, quoi, de tâches. Et après, du coup, je les envoie dans ma base de données tâches sur Notion, où là, encore une fois, c'est catégorisé, c'est un peu mieux suivi. Et c'est là, moi, forcément, vu que je fais tout sur Notion, c'est là où je passe la majorité de mon temps. Mais pour ce qui est de la capture rapide, j'utilise plutôt celle-ci, l'application. Donc, il y a celle-là que je vois comme automatisation et je dois en avoir d'autres, mais c'est les principales. En tout cas, c'est celles qui m'aident vraiment beaucoup. Là, pour le coup, j'ai les mêmes que toi. J'en ai pas beaucoup non plus. Parce que, par exemple, les mails... alors, il y a des choses que j'automatise, mais c'est pas des automatisations comme vous l'entendez. Mais, par exemple, j'ai trouvé un outil qui s'appelle A-Text qui permet de créer des raccourcis vous-même. Et par exemple, les formules de politesse dans les mails, j'ai juste à taper, alors je sais plus comment je l'ai appelé, SIG pour signature, et en fait, ça me met tout le pavé de signature juste en écrivant SIG espace. J'ai un SIG S pour une autre signature pour autre chose. Et ça me fait gagner pas mal de temps pour les formules que j'utilise régulièrement, pour des emojis que j'utilise régulièrement. Plutôt que d'aller chercher l'emoji. Ou des fois, quand on fait 2 points et qu'on tape l'emoji, c'est pas le bon. Enfin, on ne trouve pas. Bref. Là, pour le coup, c'est mes propres raccourcis que j'ai mis dans A-Text. Je vais vous envoyer le lien parce que cet outil il est vraiment incroyable. J'ai mis aussi toutes les informations que j'écris régulièrement. Ça peut être mon adresse mail, ça peut être une adresse tout simplement. Et qui prennent 1000 ans à chaque fois pour quand on remplit des formulaires ou quand on envoie des messages, ça facilite vraiment l'écriture. Mais en dehors de ça, j'aime bien quand même écrire un message qui soit personnalisé
J'aime pas du tout faire du publi-postage. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle les mails automatiques. Parce que je pense que automatiser, c'est intéressant, mais ça a ses limites parce que quand ça concerne l'humain, je trouve que c'est... Enfin, en tout cas, moi, éthiquement parlant, j'ai un problème avec le fait de tout, d'être productif partout et de tout automatiser. Je trouve qu'il y a un côté humain qui, pour moi, est vraiment important. Et donc, notamment dans les mails et les messages, je veux que ce soit quand même personnalisé, que ce soit écrit au moment même où je le tape. Il y a juste les formules de politesse, du coup, que j'ai ajoutées dans les textes. Et puis, un autre truc... pareil, c'est pas vraiment une automatisation comme on l'entend, mais enfin comme vous l'entendez avec Zapier, Make et tout ça. C'est le fait de créer des règles dans ma boîte mail. Parce qu'il y a des... Alors déjà, un truc important, c'est qu'il y a beaucoup de newsletters que vous ne lisez pas. J'en suis sûre. Il y a des outils super sympas qui permettent de se désabonner des newsletters auxquels qu'on suit plus vraiment. Mais ça prend de l'espace dans notre espace mental, d'avoir des newsletters qui arrivent et qu'en fait on lit jamais, puis qu'on met de côté, qu'on supprime. Enfin, déjà, c'est du temps perdu, c'est l'espace mental de perdu, l'espace visuel aussi. Donc, se désabonner des newsletters, c'est une première idée. L'autre idée, c'est qu'il y a des newsletters que j'aime bien quand même, mais elles sont assez longues et je veux... en fait, je me cale moi-même des créneaux de lecture des newsletters ou de lecture des messages perso. Je me cale des créneaux parce que j'ai envie d'être vraiment présente à la lecture et pas juste de lire en diagonale. Donc, en attendant cette période-là, j'ai créé une règle dans ma boîte mail qui, à chaque fois que je reçois des newsletters, elles vont dans un dossier newsletter. Et donc, je regarde pas ce dossier jusqu'à ce que mon créneau arrive et que je puisse vraiment me concentrer à cette tâche-là. Et ça, je trouve que je sais pas si on peut dire que c'est une automatisation comme Calendly et Notion, tout ça, mais je trouve que ça vide beaucoup d'espace mental qui prend quand même pas mal. Ça prend pas mal de... et puis pour même d'autres règles pour d'autres choses, tout ce qui concerne le travail, d'autres projets, etc. Les règles dans les boîtes mail, ça aide beaucoup, je trouve. Je fais exactement la même chose. C'est bien pratique. Pour tout ce qui est banque, parce que moi personnellement, je reçois beaucoup de choses de la banque, donc ça va directement dans le dossier banque. Et ça touche du coup un petit peu à la méthode Inbox 0. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est difficile, mais en fait, une fois que vous systématisez un petit peu votre façon de traiter les mails et que vous créez des règles, que vous créez des filtres, etc., ça va être vraiment beaucoup plus facile pour vous ensuite de vous occuper de ça. Et quelque chose que j'ai fini par faire aussi, donc comme toi, j'ai des créneaux pour regarder mes mails, enfin comme vous d'ailleurs, je pense qu'on le fait tous, où je me dis, je ne vais pas regarder mes mails 50 fois dans la journée, j'y vais 3 fois peut-être. Et je ne les traite pas forcément, je vais juste voir ce qui se passe. Et s'il y a du spam ou quoi que ce soit, je le enlève. Je catégorise ce qui n'est pas encore filtré. Et parce que ça arrive des fois que ce ne soit pas forcément trop récurrent, donc pas besoin de créer une règle de filtrage pour le moment. Par contre, j'ai créé un dossier Action Needed où je sais qu'il va falloir que je revienne sur ces mails-là et les traiter du coup à un moment donné quand je me suis dit, OK, là, je me mets sur mes mails. Et donc, je le fais en général, ça dépend en fait, ça peut être n'importe quand dans la journée, mais c'est un créneau spécifique. Et donc, j'ai tous les mails principaux auxquels il faut que je réponde ou que je regarde avec attention, etc. Et donc, et là, par contre, c'est un dossier, enfin, c'est un label en plus, qui est aussi, du coup, un dossier sur Gmail, pour que, voilà, je me dise, une fois que c'est fait, j'enlève le label et ça repart dans sa catégorie principale, quoi. Pierre, vas-y. Après, sauf si quelqu'un a quelque chose à ajouter sur l'automatisation, moi, il y a un point énorme qui m'aide à être productif dans la journée aussi, c'est de refuser le synchrone au maximum. C'est-à-dire, en entreprise, il y a la réunionnite qui est un mal bien connu, mais dont personne n'arrive à se défaire. Et quand tu es indépendant ou en télétravail, en fait, tu peux aussi te faire happer ou pas par ça en fonction de comment tu le gères.
Donc déjà, les visios avec les clients, j'en fais relativement peu. Je préfère fonctionner soit par mail, parfois par messagerie instantanée, ou sinon je fais beaucoup des claps, CLAAP, enfin, c'est comme les Loom ou autres. Enfin, ça permet de faire rapidement des vidéos je parle en montrant mon écran, et en fait je fais les journaux de développement comme ça. Je présente, ok, voilà les nouveautés, voilà comment ça se passe, etc. Voilà mes questions, ils peuvent répondre directement dans la vidéo que j'ai faite, et c'est hyper pratique parce que ça donne du contexte. S'il m'envoie un mail en disant alors oui, non mais ça marche pas, de quoi vous parlez, vous êtes où, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que ça veut rien dire, tandis que là on est vraiment dans une réaction, dans un contexte bien précis, donc ça m'aide aussi beaucoup à comprendre ce qu'on me dit. Et je fais à peu près 0 appel téléphonique. Quand j'en fais, ils sont prévus. Ça aide parce que je déteste le téléphone de toute façon, mais c'est aussi c'est aussi une posture, quoi. Quand un client m'appelle sans que ce soit prévu, c'est le client qui dit je m'en fous de ce que tu fais, tu arrêtes tout, même si ça te coupe dans ta phase de travail, je veux te parler. Et en fait, moi, c'est quelque chose que j'accepte pas. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas lui qui décide à quel moment je vais être disponible pour lui. Et du coup, c'est pas que je donne pas mon numéro, c'est juste que c'est assez clair, en fait, rapidement dans la relation qu'on s'appelle pas comme ça. Si on a besoin de s'appeler, on cale un call ou une visio, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas comme ça de but en blanc. Et du coup, ça fait que certains clients, je sais que quand je reçois un appel de leur part, je sais que c'est parce que c'est quelque chose d'urgent, quoi. Parce que sinon, ils m'appellent jamais. Et du coup, ça permet aussi de garder cet outil-là si besoin, mais vraiment quand il y en a besoin, et c'est pas, ils ne m'appellent pas 3 fois par jour, parce que en fait, j'ai pensé à ça, et ça dure 5 minutes, et moi, il m'a flingué 2 heures de productivité. J'ai eu le cas, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai réussi à garder un peu sous contrôle, et ça me simplifie énormément ma gestion de temps. Ouais, moi, je ne donne pas mon numéro de téléphone à mes clients parce que je considère que mon travail n'est pas urgent. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'urgence dans ce que je fais. Et si un client a besoin de me contacter, ce sera par mail. Il peut me faire une petite vidéo. Il y a pas mal qui font ça, effectivement, des looms rapides pour expliquer une problématique. Mais en tout cas, je ne donne pas mon numéro parce que je veux pas. J'ai déjà eu le cas d'une cliente qui m'appelle le jour de mon anniversaire alors que j'étais dans un endroit hyper bruyant et alors que je lui ai dit que j'étais en off, et je me suis dit bah non, c'est pas possible en fait. Ouais, déléguer effectivement la vision. Enfin, c'est vrai qu'en tant qu'activité de freelance, on a cette partie-là où il faut donner un peu de visibilité, en tout cas éviter à ce que justement le client appelle ou veuille appeler, et le fait de pouvoir proposer de temps en temps effectivement, alors c'est Notion, moi j'utilise ClickUp, enfin il y a plein de trucs pour effectivement donner de la visibilité sur les projets, sur l'état d'avancement, histoire d'éviter ces appels effectivement au fur et à mesure, ou éviter l'urgence. C'est effectivement. Après, on peut ne pas répondre. Moi je sais que tous les numéros de téléphone sont enregistrés dans mon carnet d'adresse, bien classé et ainsi de suite, mais je sais qu'il m'appelle. Donc j'ai le droit de ne pas répondre. Et à la limite, au moins, j'ai un message et je peux le consulter quand je veux. C'est une manière aussi de faire, et ça évite de gérer effectivement l'urgence. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses. Je suis comme Xavier, pareil. Ah, Xavier dit quoi? Perso, mes clients ont mon numéro, mais comme je ne réponds pas beaucoup, ça ne sert pas à grand-chose en vrai. Non, c'est la réalité quand même. C'est vrai. Ah, du coup, ça ne sert à rien de le donner. Ouais, tu donnes un avertissement. Comme dans le cas de Pierre, il y a peut-être des situations dans lesquelles, je ne sais pas ce que Pierre fait en détail dans les projets qu'il fait pour les clients, mais il y a peut-être des choses qui sont critiques et qui doivent fonctionner à un moment ou l'autre. Que les gens aient ton numéro de téléphone, ce n'est pas aberrant, mais effectivement, un peu comme Baudouin, Pierre, etc., tu n'es pas du tout obligé de m'appeler. Par contre, ce que j'aime bien dans ton idée, Pierre, aussi, c'est le fait que, et c'est quelque chose que je demande parfois même à mes élèves à l'école, explique-moi ça comme dans une vidéo. Fais-moi une vidéo, explique-moi et montre-moi ce que tu fais. Parce que venir chez moi et me dire je comprends pas, avec ça, je t'aide pas. Par contre, fais-moi une petite vidéo et là, je peux t'aider nettement mieux. Et les gens, moi, c'est quand même beaucoup plus du soutien et beaucoup plus de l'aide et beaucoup plus du déblocage que je fais, peut-être en comparaison avec ce que Pierre vit. Mais
donc voilà, si tu me montres pas ton problème, ça va être difficile que je t'explique quand même, quoi. Les gens qui disent ça marche pas. Ça veut rien dire, ça marche pas. Ça rentre dans une manière effectivement de faire des quotidiens qui dit j'envoie un SMS automatiquement pour les appels manqués en disant de me faire un mail. C'est finalement être capable de qualifier correctement ou de demander à ce que les gens qualifient leurs demandes. Quand on dit il y a un ticket de support, des choses comme ça, on lui demande une capture d'écran, quand est-ce que c'est fait, quand est-ce qu'il y a un problème, ou qu'est-ce qui ne marche pas, et on fait une petite capsule vidéo pour pouvoir effectivement indiquer ce qui ne marche pas. Ça permet de qualifier et d'y passer moins de temps et de faire moins d'allers-retours. Ouais, je sais que François Panecouk, là, qui a été longtemps avec nous, et là maintenant il est un petit peu moins présent, mais avec son agence AXA d'assurance, là, quand ils n'avaient pas l'occasion de répondre au téléphone, il y avait toute une série d'automatisations derrière qui se mettaient en route pour que les gens sachent on a bien reçu votre appel, on n'était pas capable de répondre à ce moment-là. Est-ce que tu n'as pas plutôt envie de m'envoyer un mail avec ceci? Est-ce que je peux t'aider sur ça, etc. Et en fonction du client, je pense qu'il avait quand même un assez bon truc qui était en place. Mais ouais, évitez le téléphone, s'il vous plaît. Ou évitez les lives le mardi à 13h, ça peut être bien aussi, mais on est parfois faible. Je dois l'admettre. Après, le téléphone, il y a aussi cet aspect, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a aussi tout l'aspect contact humain qu'il faut effectivement avoir et entretenir. Donc, tu ne l'as pas au téléphone, tu as ton client que par message interposé, ça peut peut-être poser un problème. Ouais. Moi dans mon cas à moi, c'est clairement impossible. Hein. Je ne peux pas ne pas... plutôt en visio qu'au téléphone. Rarement un coup de téléphone, mais... C'est vrai que moi, encore une fois, dans le soutien et dans l'aide, on ne peut pas aider les gens comme ça seulement par mail interposé, mais n'empêche qu'on solutionne quand même beaucoup de problèmes comme ça aussi. Enfin, c'est parfois plus rationnel, c'est parfois moins humain, mais c'est parfois plus efficace. Ouais, plus efficace. Et ça éduque aussi un petit peu les clients à chercher des solutions par eux-mêmes, à essayer de réfléchir avant de poser une question, parce qu'il y en a beaucoup en fait qui cherchent la facilité et cherchent pas à prendre 2 minutes juste pour se dire ok, peut-être que si je faisais ça, ça fonctionnerait. Je dis ça parce que j'ai travaillé dans le support client beaucoup dans le passé et en fait c'est quelque chose que je remarque partout chez beaucoup de gens et chez les clients aussi. C'est vrai que c'est important d'avoir du contact humain, mais c'est aussi bien de ne pas forcément leur donner toujours la facilité et de leur dire écoutez, je vous donne les ressources, essayez d'abord pour vous-même, si là ça va pas, on fait le point ensemble. Mais c'est aussi leur donner au final des leviers pour qu'ils aient plus besoin de vous. Alors, c'est pas forcément bien pour vous, pour votre business, mais dans l'idée, c'est que j'aimerais quand même que les gens ils sortent. Enfin, quand je fais des missions comme ça de consulting, je veux pas que les gens dépendent de moi, par exemple. Donc, ouais, il y a un truc là il y a un truc dans le chat fabuleux là. Ibtissem, tu as aussi ceux qui t'envoient des mémos vocaux de 10 heures sur WhatsApp. Alors ça, par contre. Ouais. Et ça doit être le vieux con qui remonte, mais ça, c'est juste pas possible. Déjà, WhatsApp, quoi. Moi, c'est là où j'ai un problème. Mais même mon filleul que j'aime, mes 10 heures de WhatsApp, mais non, mais arrête avec ton message de 3 minutes. Appelle-moi si tu veux vraiment qu'on discute, mais ne me laisse pas un vocal sous prétexte que t'es trop fainéant pour taper le truc, pour taper le message, quoi. C'est pas possible, un truc pareil. À quand un outil qui va transformer les vocaux sur WhatsApp en messages lisibles? Si tant est que le truc puisse comprendre le langage John aussi, parce que moi, évidemment, mon filleul, quand il m'envoie des messages, je comprends pas tout non plus. Mais ça sera peut-être nos clients de demain aussi, c'est ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, le mode, la génération, je vois mes enfants, c'est ça. C'est ma fille me fait que des vocaux pour me parler. Elle n'écrit plus. Mon fils, lui, il n'écrit plus parce qu'il fait des fautes, mais c'est autre chose. C'est une autre excuse. Une autre excuse. Mais c'est effectivement aussi voilà. Ça change aussi la manière de gérer sa partie relationnelle. Ouais. Après, vas-y, Pierre. Les outils de retranscription, il y en a. Je sais que sur Slack, il y a des messages vocaux et il t'affiche un aperçu du texte, mais ça ne marche pas très bien. Il y a déjà Alexis Kovalenko qui m'a envoyé des messages vocaux. Je regarde la retranscription, je lui dis j'ai l'impression que ça veut dire ça. Et en fait, pas du tout. Quand j'ai écouté le truc, ça n'avait absolument rien à voir avec le texte qui était marqué. Et sinon, on parlait d'éducation client, il y a un point essentiel, c'est challenger l'urgence des tâches qui sont demandées par les clients. Quand tu écoutes les clients, tout est urgent, tout est toujours à faire pour hier. Il y a qui te demandent 10 trucs par semaine, tout est absolument urgentissime.
Et parfois, il y a des clients justement qui me donnent tellement de choses à faire que j'ai pas matériellement le temps de tout faire. Et du coup, tu te retrouves là, tu te dis, mais en fait, c'est plus possible. Il y a un moment, je peux plus gérer. Et il y a besoin de challenger, il y a besoin d'éduquer les clients. Prioriser. Juste prioriser. Là, c'est moi qui priorise par ce que je préfère faire, en fait. Si vous priorisez pas, c'est moi qui le fais. Et c'est pas forcément dans votre intérêt. Mais il y a un moment où tu le veux pour demain. Ok, mais pourquoi tu le veux pour demain? Est-ce que c'est parce qu'il y a une échéance qui est après-demain? Ou est-ce que c'est parce que ce serait cool de l'avoir demain, mais en vrai, si c'est dans 3 mois, ça marche aussi? Enfin, il y a un vrai... il y a un vrai besoin de priorisation et qui doit être fait en grande partie par les clients quand on est freelance ou quand on travaille avec des clients. Mais j'ai envie de dire, on travaille tous avec les clients. Le client, ça peut être notre vrai client, ça peut être un boss, ça peut être un collègue, etc. Mais ça peut être des clients internes, mais on a tous des clients, entre guillemets, à gérer. Et c'est vrai qu'une priorisation est absolument indispensable pour s'y retrouver. Et j'ai aussi, au fil du temps, fixé comme règle que c'était pas à moi de rattraper le retard pris par un client. Parce que les clients sont très forts pour dire j'ai besoin de ça à tel moment. Oui, ok, mais ça veut dire que je vais être réactif, mais toi aussi. Et non, il faut 3 semaines pour. Il y a un délai de 3 semaines pour faire quelque chose, mais il met 2 semaines et demie à répondre. C'est pas à moi de tout faire en 2 jours, en fait. S'il met 2 semaines et demie à répondre, ça mettra 5 semaines. Tant pis. Et en fait, ça peut pas être à moi toujours de prendre sur moi pour rattraper le manque de réactivité de la personne qui est censée avoir la contrainte de temps. C'est juste pas possible. Je devenais absolument dingue quand j'essayais et maintenant, je vis beaucoup mieux. Maintenant, j'ai un peu lâché ce truc-là. C'est un super conseil et c'est vraiment important de faire attention. Je vois l'heure qui avance. Et si je faisais une petite synthèse très rapide des notes que j'ai prises, on a parlé cycle dans la journée, de bien se connaître et de savoir quand est-ce qu'on est productif, créatif, communicatif. On va fermer sa boîte mail et puis on va essayer de l'ouvrir que quand on a des moments pour y répondre. On va optimiser son espace de travail pour chercher du confort. On va mettre des métriques ou en tout cas fixer des objectifs, mais pas uniquement dans la recherche de performance, mais plutôt pour être capable d'avoir un petit peu de contrôle. On va évidemment se ressourcer, prendre le temps. L'adage qui dit je vais dormir dessus, moi je l'utilise assez souvent et c'est vrai que des fois ça se débloque assez facilement. On va générer son... Pardon? Et prendre un bain. Et prendre un bain. C'est très important, on a compris. La technique du canard, effectivement, dans le chat, du canard en plastique. Ceci dit, le canard, il va peut-être pas prendre de notes, mais le fait de mettre son téléphone et de faire avec l'assistant vocal, prends une note quelque part ou retiens-moi, rappelle-moi dans 1 heure de faire ceci, cela, des fois ça aide. Mais ça doit exister maintenant, les canards connectés qui prennent des notes de ce que tu leur dis. Forcément. Tu le mets dans un Alexa ou dans un Google Home. Enfin, plutôt l'inverse. Avec un petit écran pour avoir Instagram. Ah non, c'était pas le but, j'avais rien compris à nouveau. Ah merde, j'ai à nouveau rien compris. Tu repasseras. On t'expliquera. Gérer son énergie et voilà, et prendre un petit peu son temps parce que ça prend du temps, effectivement. Ça, c'était Pierre, sur cette partie gestion de l'énergie. Je fais des trucs cool, mais en fait, même si ça me prend 5 secondes tous les mois, mais au moins j'ai fait un truc cool et c'est marrant. En termes d'automatisation, on a parlé Calendly, on a dit faire des trucs chiants, virer les trucs effectivement qui va nous prendre du temps, avoir un agenda, les captures rapides, les lignes de texte. Tu as cité A-Text, il y a Beeftext aussi qui existe. Filtrer ses mails, filtrer les newsletters que l'on ne lit pas et ainsi de suite. Et c'est aussi un petit peu bon pour la planète. On va dire ça comme ça. Éviter le synchrone. Privilégier la synchrone quand on peut. C'est vrai que tout le monde ne s'adresse pas de la même manière, à mon sens. Ça marche bien pour nous, freelance, mais quand on est salarié, je ne sais pas. C'est une question qu'on pourra évoquer les fois prochaines. L'écoute téléphone, savoir dire non. Quelque part, c'est finalement ce que je disais tout à l'heure, c'était savoir dire non. Non, je ne veux pas être dérangé par téléphone et ça évite des choses. Et pour le dernier point, on gère l'urgence autant que possible. On priorise nos tâches. J'ai fait une toute petite synthèse. Je vois qu'il reste 26 personnes encore là. Très bien. Est-ce qu'il y a un mot pour la fin pour chacun? Moi, j'avais un petit mot de la fin. En fait, pour chaque personne, pour Marie,
qui parlait tout à l'heure de raccourcis, etc. Je repense à Jonathan Lefebvre et à Alfred, qui dans le monde Apple à nouveau permet de faire des trucs absolument incroyables. Moi, par exemple, Creacity, il y a 3 couleurs principales. Ça me saoule de devoir retenir le code hexadécimal à chaque fois que je dois mettre la couleur quelque part. Conséquence, j'ai un petit raccourci pour le bleu, pour le rose et pour le royal, le bleu royal. Conséquence, je ne dois plus jamais taper le code hexa et je ne dois pas m'en souvenir. Pour Pierre, on a parlé beaucoup de time blocking, mais en réalité, il y a aussi une autre méthodologie qui est vraiment fort connue aussi, c'est GTD, Get Things Done, qui est plus basée sur une liste de tâches. Et donc, on n'est pas toujours obligé de faire du time blocking selon le caractère qu'on a. Mais GTD, c'est basé sur une liste de tâches et des priorités. Et donc, il n'y a pas un temps qui est affecté à telle ou telle tâche, il y a un niveau de priorité qui est affecté à telle ou telle tâche. Et s'il y a des personnes à qui le time blocking ne convient pas tout simplement parce qu'ils n'y sont pas arrivés, parce qu'ils n'arrivent pas à estimer le temps qu'ils vont mettre à faire telle ou telle tâche, parce que ça ne fonctionne jamais, parce que machin, Get Things Done, c'est quand même... Moi, c'est pas ma tasse de thé, mais ça fonctionne quand même vraiment bien pour un certain type de personnes. Camille qui avait parlé de dormir dessus, etc. Moi, j'avais noté que pour moi, la sieste de 10 minutes, c'est la vie. Une sieste de 10 minutes, donc un vrai 10 minutes de rien dans le fauteuil, et éventuellement avec du bruit blanc dans les oreilles. Je me souviens que Marie avait fait une page Notion pour préparer aujourd'hui, là, et il y avait une histoire de white noise, etc. dedans, etc. Donc, ouais, la pause de 10 minutes, la sieste de 10 minutes, c'est la vie. Et pour Baudouin, j'ai noté un truc que je me souviens aussi de quelqu'un qui avait un personal board of directors, c'est-à-dire une série de personnes, toi c'est ta voisine, mais une série de personnes qui n'avaient absolument rien à voir avec ton business, mais avec qui juste tu pouvais avoir cette discussion de tout et rien en même temps, mais qui te permettait d'avoir un autre point de vue. Moi, je considère que c'est l'énorme chance que j'ai en étant dans 2 mondes en même temps. J'apprends le métier des autres en développant des projets pour eux ou en essayant de comprendre comment ça fonctionne chez eux. Et par exemple, moi, un des projets clients les plus fabuleux que j'ai eu, c'était la gestion des déchets. Un monde absolument phénoménal avec des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et avec des problématiques complètement dingues sur le recyclage et des trucs bazar comme ça. Donc, j'apprends le métier des autres avec mon truc dans l'informatique. Et à l'école, j'ai complètement autre chose. C'est une autre vie. Et pourtant, je suis persuadé que les enfants et les adultes sur les questions d'apprentissage et les questions de développement personnel sont les mêmes, avec les adultes qui ont à la limite les mêmes peurs et les mêmes craintes et les mêmes blocages qu'ils avaient quand ils étaient enfants, assez souvent. Mais donc moi, le fait d'avoir le personal board of directors, je trouve ça vraiment utile. Parfois à l'école, je parle de mes trucs de Creacity justement parce que on va me rappeler qu'il y a une autre vie à côté. Et puis de l'autre côté, à l'école, je peux aussi leur dire parfois, ouais, mais vous savez que là, c'est pas la vraie vie, là, ce que vous me racontez là. Et entre enseignants, malheureusement, quand on reste toute sa vie à l'école, on oublie parfois un petit peu ce que c'est la vraie vie et d'avoir le fait d'avoir le boulot à côté. Moi, ça me permet d'être presque équilibré. Juste parce que Xavier, je pense que ça va lui faire plaisir. Comment est-ce qu'on mange équilibré? Moitié frites, moitié mayonnaise. Hein, voilà, merci. Et c'est un bel équilibre. Oui, et je n'ai pas parlé de chocolat, mais j'aurais dû parce que je l'avais dans mon Notion de parler de chocolat, mais voilà. Juste Baudouin, du coup, on a mis plein de petits de liens vers des outils dans le chat privé parce qu'on ne peut pas les envoyer dans le commentaire. D'accord. Si tu peux transmettre, s'il te plaît. Ouais, tout à fait. Ça pourra toujours servir. Je récupère tout ça et effectivement, ça fera partie des descriptions dans le replay YouTube. Pas de souci. Parfait. D'autres infos? Ouais. Moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses en fait que j'avais notées et qu'on n'a pas forcément pu aborder, mais tout ce qui est le fait de définir ses propres routines, avoir une inbox. Donc en fait, GTD, je me rends compte que je la suis pas au pied de la lettre, mais c'est la méthodologie que j'applique le plus personnellement. Le fait d'avoir une inbox centralisée pour tout ce qui est tout en fait, mes idées pour les tâches potentielles ou les contenus à lire ou à écouter ou à voir. Tu fais le truc de Second Brain de Thiago Forte, là, machin? T'as lu ça ou pas? Parce que ça, à mon avis, ça parle aussi. Moi, encore une fois, j'aime pas, c'est pas mon truc, mais par contre, à mon avis, c'est à lire.
C'est un peu too much pour moi, mais enfin, ça m'intéresse, mais à voir si je l'appliquerai. En tout cas, le fait d'avoir une inbox et après de dédier du coup mon temps, enfin, encore une fois, c'est pas du time blocking à proprement parler, mais de me dire, ok, ben maintenant j'ai envie de me mettre plutôt sur la lecture ou la consommation de contenu, ben je sais que j'ai tout je perds pas mes idées en fait. Et ça a changé ma vie parce qu'avant c'était quelque chose qui m'arrivait beaucoup. J'avais plein d'idées et puis en fait je les oubliais dans la minute qui suivait. Et c'est dommage quand on a vraiment beaucoup d'intérêt et de curiosité. Et puis aussi pour se former continuellement, c'est important quand même de se dédier des temps de consommation de contenu, de formation. Donc ça, c'était important. Tout ce qui était planification, on n'a pas vraiment parlé de comment est-ce qu'on planifie nos journées ou nos semaines. Donc bon, en fait, il y a beaucoup de choses à voir. Et puis tout ce qui est revue aussi, mensuel, hebdomadaire, enfin tout ce genre de choses. Donc bon, on peut continuer d'en parler ailleurs, il n'y a pas de souci. Il faudra refaire un Twitch. On va refaire effectivement une session de table ronde. Bon, bah écoutez, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. J'ai des trucs, moi aussi. Pierre, vas-y, excuse-moi, mais oui, raison. Allez. Juste quelques points pareils pour lister rapidement quelques points qu'on n'a pas eu le temps d'approfondir. On en a brièvement parlé, mais je reviens dessus parce que c'est essentiel. Avant la productivité, il y a l'équilibre de vie. En fait, ça ne sert à rien d'essayer toutes les méthodes d'optimisation si on n'a pas une alimentation équilibrée. L'alimentation équilibrée, c'est l'équilibre avec les apports, c'est manger suffisamment, c'est ne pas sauter de repas, c'est manger à peu près à l'heure fixe. Le sommeil, suffisamment dormir, c'est aussi bête que ça. Les coupures, faire des pauses dans la journée, faire des pauses dans la semaine, ça s'appelle le week-end. Faire des pauses dans la vie, ça s'appelle les vacances, puis la retraite. Mais voilà, se ménager des pauses, voir des gens. Je disais, moi le premier, je suis bien à être tout seul dans ma bulle. Ma copine télétravaille la plupart du temps, donc ça me donne tout le contact social dont j'ai besoin ou dont j'ai l'impression que j'ai besoin. Mais en fait, sortir et voir d'autres gens aussi, des fois, c'est important et même c'est vital. Donc juste, faut garder ça à l'esprit. Donc ça, c'est sur l'équilibre de vie. Un deuxième point, faites gaffe aux conseils que vous retrouvez et que vous appliquez. Alors, là, nous, on a dit les choses et vous prenez un peu, vous piochez ce qui vous intéresse, mais faites gaffe aux gourous, aux personnes qui font des posts sur Instagram ou sur LinkedIn pour mettre en scène leur productivité parfaite. Des fois, c'est enjolivé, des fois, c'est totalement inventé, des fois, on présente comme une routine un truc qu'on a réussi à faire pendant 2 jours. Il faut avoir un peu de recul, faire un peu gaffe, et il faut de toute façon, comme tu disais Marie en début d'échange, il faut aussi se connaître. Tout ne marche pas pour tout le monde. La méthode de Pomodoro, je crois que c'est les phases de 25 minutes, 5 minutes, etc. Moi, c'est pas pour moi. Moi, j'ai besoin de phases où je bosse pendant 2-3 heures sur un truc à fond, concentré, pas interrompu. Au-delà de 3 heures, je commence à pédaler un peu dans la spool, il faut que je fasse une pause. Et j'y arrive pas tout le temps. Mais voilà, il faut juste savoir un peu comment on fonctionne et de quoi on a besoin. Tout ne marche pas de la même manière. Si vous avez vu que tel entrepreneur a succès à telle routine, il se lève à 5 heures du matin, puis après il fait ça, déjà, c'est probablement faux. Et ensuite, rien ne dit que c'est ça qu'il vous faut pour vous. Un autre point, juste une spéciale dédicace à la team perfectionniste. Sachez faire la part des choses entre les contraintes internes et externes. On a l'impression d'avoir 1 milliard de contraintes à respecter, et quand on se penche un peu dessus, on se rend compte qu'en fait, 90% des contraintes, c'est nous qui les imposons à nous-mêmes. Et en fait, quand on revient aux besoins clients, au cahier des charges, etc., on se rend compte que mais c'était pas si fourni que ça, en fait. On a vraiment une tendance à la surqualité qu'il faut d'une part identifier et d'autre part réussir à gérer au fur et à mesure et à garder un peu sous contrôle. Et enfin, il y a une fin quand même. J'ai pas prévu de parler pendant 3 heures, mais le but en fait c'est de bosser mieux, c'est pas juste de bosser plus. Si vous avez l'impression de bosser tout le temps, mais de pas réussir à faire ce que vous voulez, de pas être efficace, peut-être que la solution c'est juste de bosser moins en fait. C'est pas toujours plus, c'est pas toujours plus de temps, plus d'efficacité, etc. Des fois, juste en prenant des pauses, en fait, on arrive à être plus efficace, en ne persistant pas indéfiniment sur une tâche quand on voit très bien qu'on n'arrivera pas à s'y mettre.
On m'a parlé rapidement du burn-out. Moi, j'ai fait un burn-out il y a 4 ans et j'ai beaucoup creusé le sujet. Le mécanisme du burn-out, c'est pas les personnes qui bossent 80 ou 120 heures par semaine ou je sais pas quel truc. C'est possible de faire un burn-out en bossant 35 heures par semaine. Le burn-out, en fait, c'est un déséquilibre entre les charges qu'on a et les ressources que l'on trouve. Et en fait, un déséquilibre durable entre ces deux aspects-là, ça peut mener au burn-out et ça fait partie des choses à regarder. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de l'équilibre. Il n'y a pas que le boulot, il n'y a pas que la productivité dans la vie. Et sachez vous écouter, sachez écouter ce que dit votre corps quand vous n'avez jamais eu de problème pour dormir, mais que là, ça fait quelque temps que vous ne trouvez plus le sommeil, quand vous avez tout un tas de douleurs dans votre corps, que vous ne savez pas d'où ça vient, vous voyez X médecins, personne ne trouve rien, quand vous commencez à avoir des problèmes d'attention, des maux de tête de plus en plus fréquents, etc., c'est signe qu'il faut, que vous êtes potentiellement sur la mauvaise pente et qu'il faut prendre un peu soin de vous. Il n'y a pas que la productivité dans la vie, il y a d'abord la vie aussi. Ouais, je suis d'accord. Le mieux est l'ennemi du bien. Ouais. Travailler mieux pour aller travailler moins et travailler mieux, effectivement. Écoutez, les amis, merci beaucoup pour cet échange. Super, effectivement, intéressant. Tout plein de conseils. On va essayer de resynthétiser ça, effectivement, dans la description de vidéo YouTube. En tout cas, les replays seront disponibles. Prochaine table ronde, dernier mardi du mois de mars. Sujet peut-être un petit peu plus technique cette fois-ci. On en reparlera et on l'annoncera le moment venu. Voilà, je ne suis pas productif sur les tables rondes et la préparation. Donc, je me suis laissé le temps là pour le coup, j'avoue. Et je l'ai. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. C'était super sympa. Je vous dis au mois prochain et puis à très bientôt. Merci à toi et merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.